Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vous propose qu'on commence cette séquence. Vous savez que cette année, on a choisi de faire quelques formats grands témoins. Et donc, on a le plaisir d'accueillir le président Babusio, qui est notre troisième grand témoin, après Nicolas Revel et Thomas Fatome, cette session finalement de Santexpo. Donc, Monsieur le Président, je vous en prie. On est très heureux de vous accueillir. Alors, quelques mots peut-être sur votre parcours et puis le cercle de la réforme de l'État avant de vous écouter et de pouvoir échanger avec vous. Après votre intervention, on aura une table ronde avec des acteurs qui nous sont plus familiers sur les conséquences de cette situation sur la protection fonctionnelle pour la profession et pour l'hôpital. Alors, vous êtes un magistrat à la Cour des comptes. Vous avez passé beaucoup de temps en détachement, ça a de l'importance parce que du coup vous avez une connaissance de différents départements ministériels où vous avez exercé la culture, l'équipement, l'industrie. Vous avez aussi travaillé à la MSA. Vous avez créé la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que je pense tout Français connaît. Et vous y avez exercé de longues années. Puis vous avez présidé la première chambre de la Cour des comptes, importante entre toutes, puisque c'est celle qui supervise l'État, première personne de droit moral, et la formation qui réunit toutes les chambres de la Cour sur le budget de l'État et le sujet des finances publiques. Donc, vous connaissez intimement la Cour, dont vous êtes un membre éminent, bien sûr. Et puis, de façon plus récente, vous êtes président du Cercle de la réforme de l'État, euh, qui mérite d'être connu, qui regroupe 135 universitaires responsables de l'État, des collectivités territoriales, mais aussi du secteur hospitalier d'ailleurs. Je crois qu'il y en a quelques-uns. Et ce cercle, il se distingue par des prises de position importantes et des rapports. J'en cite quelques-uns. Prévenir et lutter contre la pauvreté, simplifier, une rupture dans l'approche et les méthodes, attirer dans la fonction publique, donc autant de prises de position. Et ce qui a retenu notre attention, c'est que récemment, le cercle a publié une note détaillée d'une dizaine de pages approfondie sur ce sujet de la protection fonctionnelle. Ce qui a attiré un petit peu notre attention, c'est qu'il y a eu en particulier une interview. Vous avez accordé une interview à une agence de presse que nous connaissons bien du milieu médical, avec un titre un peu provocateur, ce qui moi me plaît beaucoup toujours, qui était quelque chose autour du les directeurs d'hôpitaux ne peuvent pas être les cobayes d'une protection fonctionnelle inachevée ou quelque chose comme ça. Donc c'était voilà, quelque chose de percutant qui émanait d'un acteur voilà, éminent, d'un grand commis de l'État, et c'est quelque chose d'important. Alors, peut-être, juste pour introduire votre propos, finalement, il y a deux choses. Il y a comment ces mises en cause se passent de l'intérieur, parce que, Dieu merci, la plupart d'entre nous n'est pas confronté à cette situation. Quand la machine se met en place, s'enclenche, si je puis dire, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je pense que c'est intéressant qu'on le sache parce que vous en avez une connaissance précise. Et puis, sur le fond des choses, c'est-à-dire aujourd'hui cette décision du Conseil d'État de janvier qui officialise le fait qu'un directeur d'hôpital ne peut pas bénéficier de la protection fonctionnelle au titre de sa mise en cause devant les juridictions financières, finalement, quel constat dressez-vous? Est-ce que la circulaire Bayrou récente nous protège? Et si tel n'est pas le cas, quelle est la solution, quelle serait la solution à cette difficulté qui préoccupe beaucoup aujourd'hui les dirigeants hospitaliers? Et encore une fois, merci infiniment de votre présence. Merci à vous, merci de m'accueillir aujourd'hui et je suis heureux de retrouver plusieurs d'entre vous que j'ai connus à divers moments de ma carrière et récemment à l'occasion des travaux du Cercle de la réforme de l'État. Vous avez repris le mot cobaye. Vous savez, parfois il suffit d'un mot pour déclencher une prise de conscience. Je crois que ce mot a marqué, certains bien sûr ont été un peu heurtés, et je suis désolé de les avoir heurtés. Mais à côté de ça, il faut savoir ce qu'on veut et prononcer les mots qu'il faut au moment qu'il faut.
Alors, vous me direz, au fond, quand même, si vous me permettez de partir de là, pourquoi le Cercle de la réforme de l'État, donc un think tank qui a une vue générale sur l'ensemble des sujets de la sphère publique, c'est pourquoi notre cercle s'est-il intéressé à ce sujet de la responsabilité financière des gestionnaires publics. En fait, c'est parce que pour nous, la responsabilité, c'est essentiel dans la gestion. Et nous croyons beaucoup à la responsabilité managériale, c'est-à-dire celle que les directeurs généraux, les cadres, dans l'ensemble des services publics, assument tous les jours. Et pour nous, l'optique fondamentale de la réforme de l'État, c'est que chacun et le plus grand nombre possible de gens puissent prendre des responsabilités. Nous croyons plus à la responsabilité au jour le jour qu'à l'encadrement administratif, juridique des choses. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une responsabilité au sens juridique, cette fois, des décideurs publics, parce que le citoyen aspire légitimement à ce que les choses soient cadrées et à ce qu'il y ait des responsables. Simplement, il ne faut pas que la responsabilité juridique vienne télescoper et entraver la responsabilité managériale, l'initiative et donc le progrès des entités publiques. Donc c'est pourquoi il nous a semblé que ce sujet de la responsabilité financière, donc responsabilité juridique nouvelle introduite en 2023, eh bien, il fallait s'assurer que ça ne vienne pas télescoper d'autres principes essentiels du financement public. Alors, nous avons commencé notre travail il y a un an, et nous, parce que nous regardons le détail des choses, nous avons pris un ensemble de dossiers de mise en cause de la responsabilité au pénal, au civil, au disciplinaire, au financier, et nous avons regardé ce qui s'était passé concrètement en examinant des milliers de pièces, voire des dizaines de milliers. Et il nous est apparu qu'il y avait un ensemble de difficultés dans chaque type de responsabilité que je viens de dire et du fait de l'entrecroisement des responsabilités. Et même si en définitive, beaucoup de procédures n'aboutissent pas, enfin, ou aboutissent à des mises hors de cause. Et nous avons publié fin octobre une grosse note qui analyse ce qui s'est passé, y compris dans des cas de directeurs d'hôpital. Nous avons pris, en les disséquant, uniquement les cas de gens qui ont été mis hors de cause, finalement. Mais par exemple, pour l'un d'entre eux, pour plusieurs d'entre eux même, il a fallu 9 ans. Voilà. Et avec des frais d'avocat et de procédure qui étaient entre 50 000 et 100 000 euros. Nous avons eu les factures, hein, nous avons les factures, c'est sûr. Alors là, c'est des cas un peu extrêmes où il y a eu à la fois, par exemple, la responsabilité pénale et la responsabilité financière, mais ça existe et plus fréquemment que l'on ne croit. Donc, et il nous est apparu qu'il y avait des problèmes de droit de la défense. Donc, nous avons regardé à fond, publié une première note, et puis nous sommes réintervenus à différentes occasions, dont l'interview que vous citez dans Hospimédia. J'ajoute que c'est un travail collectif. Il y a, sur les 135 que vous évoquiez, il y a 25 membres du cercle qui ont été des contributeurs effectifs de manière à... donc c'est une équipe, je dirais, de rédaction qui a mis au point tout cela. Alors, en fait, vous le savez, donc, avant, il y avait la responsabilité des comptables publics qui était un peu théorique, hein, puisque la Cour reconnaissait l'infraction, faisait un débet, mettait le comptable en débet, puis en réalité, le ministre des Comptes publics passait l'éponge, faisait une remise du débet. Donc c'était un peu du théâtre. Et puis il y avait à côté la Cour de discipline budgétaire qui, elle, pouvait sanctionner les comptables, mais c'était un nombre infime de cas. Là, par une ordonnance de 2022, entrée en vigueur en 2023, il y a un régime unifié
des gestionnaires publics, à la fois des comptables et des ordonnateurs. Et ce contrôle est intégré à l'intérieur de la Cour des comptes, ce qui donne une puissance de frappe tout à fait différente. Et avec une volonté de la Cour des comptes de s'investir dans ce nouveau système de responsabilité. C'est une responsabilité qui n'est pas pénale, qui est dite, qualifiée par certains de infrapénale. La sanction maximale, c'est 6 mois de rémunération annuelle. Ce n'est déjà pas rien. Je dirais qu'à mes yeux, ce qui est le plus marquant pour ceux qui sont mis en cause, c'est je dirais, l'aspect de réputation et d'articulation dans la carrière. Parce que lorsque quelqu'un est mis en cause, a fortiori par la Cour des comptes, qui est quand même, aux yeux de beaucoup de nos concitoyens, quelque chose de notoire, une référence, etc., être mis en cause par la Cour des comptes, c'est quelque chose de considérable. Et puis, on sait très bien que, même s'il y a un doute, etc., beaucoup peuvent penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, si on doit promouvoir tel ou tel à un moment délicat de sa carrière, le fait qu'il soit mis en cause devant la Cour des comptes, c'est évidemment un élément très négatif. Il y a aussi l'aspect psychologique, parce que quand vous êtes mis en cause devant la Cour des comptes, votre famille le sait. Donc, inquiétude de la famille, des amis qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, il y a un préjudice personnel. Et ayant fait des visios, ayant tenu à faire personnellement des visios avec des directeurs généraux d'hôpital, de grandes entités publiques qui avaient été mises en cause, au pénal et devant la Cour de discipline budgétaire, j'ai pu constater les ravages personnels que cela leur causait. Et donc, le nouveau système, il se situe dans ce cadre. Et on a beau dire, puisque vous disiez à juste titre, qu'il faut voir les conditions concrètes, mais en y réfléchissant, vous savez, quand un mis en cause va devant la Cour des comptes, il va dans ce qu'on appelle la grande chambre de la Cour, alors qui a été construite en fait en 1912, mais qui est un bâtiment majestueux, enfin digne de la Cour de cassation ou d'une très grande cour d'appel. Et donc cadre solennel, et il se retrouve le comptable ou le gestionnaire, le secrétaire de mairie venu monter à Paris, comme on dit, devant des juges en robe noire, bien sûr, avec un procureur général ou un avocat général qui requiert des sanctions, un greffier qui note, et un public, puisque fort légitimement l'audience est publique. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose d'impressionnant, de marquant qu'il faut réaliser. Je pense d'ailleurs que ce type de pratique pourrait sans doute évoluer. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Alors, ce qui est important, c'est de voir effectivement ce qui s'est passé avant, comme vous m'y incitiez. Avant, c'est en réalité un long chemin, très souvent. Pourquoi ? Vous avez, par exemple, un cabinet ministériel qui décide, qui a vendu quelque chose, et qui demande à une inspection générale de mener une enquête. C'est très souvent comme ça. Et donc là, ça c'est une première phase où un ou plusieurs directeurs de cabinet simultanément disent à l'IGAS ou à l'inspection d'administration, à l'inspection des finances, etc., ou de la justice, allez donc voir à tel endroit, il y a quelque chose qui ne va pas. Les intéressés ne sont pas nécessairement prévenus. L'inspection arrive, alors il faut le temps de désigner des inspecteurs, etc. Tout ça prend un peu de temps. Il y a l'enquête qui est réalisée sur place et qui parfois est apparemment une enquête sur le service, sur le fonctionnement du service, plus que sur un individu particulier. Et puis à partir d'un certain moment, ça bifurque, c'est-à-dire que au-delà de l'enquête sur le service, il commence
à être en réalité mis en cause le comportement de tel ou tel responsable. Mais l'enquête continue selon la même démarche d'inspection administrative. Et bien souvent, les cas le montrent, l'intéressé n'est pas informé de ce qui se passe. L'inspection fait aussi des auditions de l'entourage dans le centre hospitalier ou ailleurs, ou dans une collectivité territoriale ou ailleurs, et celui qui en réalité est visé n'est pas informé de ces auditions et encore moins n'a connaissance des comptes rendus de ces auditions. Cette enquête, elle peut durer, bien sûr, parfois 3 mois ou 4 mois, mais elle peut durer 1 an. Quand c'est une enquête lourde, ça peut même durer 12 ou 18 mois. Et puis après, ces rapports sont moulinés au sein de telle inspection générale par un comité des pairs, mais comité des pairs qui siège à huis clos, vous voyez. Et donc, cela prend encore du temps. Finalement, si le service d'inspection ou le ministre décide de, comme on dit, déférer à la Cour des comptes, ce déféré est transmis au procureur général près la Cour des comptes, qui a le monopole de l'engagement des poursuites. Celui-ci regarde, fait un tri, tamise, et puis il décide de saisir ou pas une chambre unique de la Cour, une chambre nouvelle, qui s'appelle la chambre du contentieux. Et à ce moment-là s'enclenche une phase purement contentieuse qui est bien menée, qui prend quand même bien sûr 1 an ou 16 mois au total, mais c'est beaucoup moins que du temps de la CDBF. C'est fait avec attention, mais c'est à ce moment-là seulement que le mis en cause va découvrir brusquement qu'il est mis en cause, puisque généralement, il n'a pas été prévenu dans tout cet amont. Et nous disons, il faut encadrer davantage cette phase amont pour que déjà un contradictoire puisse s'effectuer. Bon. Donc voilà le processus que je vous décris sans doute trop longuement, je suis désolé mais c'est pour bien comprendre, et c'est parfois, et c'est ce qu'il faut d'ailleurs que mes collègues comprennent de la Cour des comptes, c'est qu'il y a toute cette phase amont qui peut durer 3 ans, 4 ans. Et puis parallèlement, il est possible, dans de nombreux cas, le service d'inspection, par acquis de conscience, saisit à la fois donc, le procureur général près la Cour des comptes, mais aussi par un article 40 du Code de procédure pénale, il le signale au parquet judiciaire. Donc il y a 2 instances, et parfois 3, parce que parfois aussi, ce service d'inspection va saisir l'Agence française anticorruption, par exemple l'AFA, ou une autre autorité administrative quelconque. Donc il y a parallélisme des procédures avec des problèmes de communication de pièces, puisque si les pièces sont dans la procédure pénale, elles ne peuvent pas être extraites pour se défendre devant la Cour des comptes, et ainsi de suite. Donc il y a de vrais problèmes de procédure, je m'excuse de le dire, mais c'est pour bien comprendre le sujet de la protection fonctionnelle. Parce que quand on dit le sujet n'est pas seulement la protection fonctionnelle devant la Cour des comptes, il faut que l'agent ait des garanties quand, je dirais, dès le début, c'est-à-dire dès qu'il commence à être mis en cause, puisque là, il a besoin d'un avocat pour se défendre, ou de gens qui le défendent. Et ça peut durer des années, et ça peut coûter très cher. Donc, il ne faut pas segmenter ou bien ne considérer que la procédure devant la Cour des comptes, alors qu'il y en a d'autres. Donc, voilà les raisons qui ont fait que le Cercle de la réforme de l'État a estimé qu'il fallait absolument s'intéresser en disant, voilà, il faut assurer, bien sûr, c'est une phase de mise en place. Parfois, tel ou tel dit, la jurisprudence fera son œuvre. Alors, la jurisprudence, c'est très beau, mais après la Cour des comptes, il y a une cour d'appel financière qui a été créée, puis le Conseil d'État en dernier recours. Donc tout ça peut quand même prendre beaucoup de temps, et la jurisprudence, ça mettra 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans à s'établir. On le sait bien. Hein. Donc, et d'où mon expression, on ne peut pas prendre les directeurs d'hôpitaux ou d'autres gestionnaires publics pour des cobayes, c'est-à-dire en disant, voilà, on va faire
on va regarder et puis on verra bien ce qu'on dira en jurisprudence et tout ça se clarifiera demain. Parce que ce demain n'est pas simplement un demain, c'est un après-demain. Voilà, donc voilà l'intérêt de ce sujet et je pense qu'il est à juste titre sensible et qu'il doit être réglé parce que sinon, quels sont les risques? Ben, à la fois, il y a des gens qui vont hésiter à prendre des risques et on le constate déjà. Hein. Et puis, il y a la pratique des lettres de couverture. C'était donc, vous le savez bien, c'est-à-dire que tel décideur demande soit à l'ARS, soit au ministre, soit à l'élu, au maire, une lettre prenant en charge, eux qui ne sont pas, pour les élus responsables devant la Cour, assumant, eux, mais ça fait des transferts de responsabilité et ce n'est pas ça. Voilà, donc il faut clarifier, il y a un véritable enjeu de gestion. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, des interrogations par rapport à... Oui, Clément, je t'en prie. Sur le sujet de la protection fonctionnelle, pourriez-vous nous donner votre avis sur la circulaire qui a été éditée récemment dans la suite du fait que la dernière jurisprudence du Conseil d'État qui indique qu'il n'y a pas de protection fonctionnelle possible. Cette circulaire du Premier ministre qui, je reprends le mot du début de la table ronde, vu de la profession, d'une part a été jugée insuffisante et d'autre part, voire presque une provocation, parce qu'on se dit, mais en fait, cette circulaire est loin de régler le sujet. Qu'en pensez-vous? Oui, vous avez raison de poser la question. Je dirais, ça m'amènera à dire un mot d'un autre élément. Parce que là, si on prend le bon côté des choses quand même, le Premier ministre, ce qu'il y a là de positif, c'est que le Premier ministre lui-même reconnaît qu'il y a un problème. Parce que jusque-là, beaucoup de gens dans l'État disaient, il n'y a pas de problème. Donc, tout le début de la circulaire est positif puisqu'il reconnaît qu'il y a un problème. Alors ensuite, la solution, évidemment, est impraticable, bureaucratique, lourde, coûteuse en temps, en argent, etc. Elle consiste à dire qu'il faut que chaque entité publique constitue une cellule d'appui pour porter appui. Bon. Alors, en réalité, on voit bien que ça équivaut justement à refuser la possibilité de la protection fonctionnelle qui existe au pénal ou au civil en mettant en place un espèce de système de substitution. Sauf que, premièrement, cette circulaire du Premier ministre adressée au ministre est sans effet sur les collectivités territoriales. Or, les collectivités territoriales, les 36 000 communes et toutes les intercommunalités, régions, départements, tout ça, c'est la plus grande partie en nombre des décideurs publics. Deuxièmement, dans le système hospitalier, avec ses 1350 et quelques établissements de santé, plus le médico-social, etc., on ne voit pas que dans chaque hôpital, il puisse y avoir une entité. Bon. Alors peut-être que dans tel ou tel grand CHU, c'est peut-être possible, bon. Mais ailleurs, ça ne l'est pas. Et on ne voit pas d'entité. Je pense que ce n'est pas, par exemple, le rôle logique du CNG, à moins qu'il ne le revendique. Mais sinon, le CNG étant lui-même autorité disciplinaire, il ne peut pas faire tout et le contraire de tout, je dirais. Donc, je pense que le système n'est guère applicable au secteur hospitalier qui, justement, présente des risques particuliers parce qu'un directeur d'hôpital, c'est vrai aussi de beaucoup de DGS ou de préfets ou autres, hein, il doit arbitrer en réalité entre des risques. Parce que on sait très bien s'il manque une anesthésiste, un brancardier, etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme le service, mais avec le risque de mise en danger de la vie d'autrui, donc le pénal, ou bien de faire venir, parfois dans des conditions budgétaires et de respect des textes sur les indemnités limites, je dirais, il fait venir quelqu'un pour maintenir le service ouvert, mais il prend le risque d'avoir violé un texte budgétaire. Donc, dans ce secteur-là, mais dans beaucoup d'autres aujourd'hui,
euh, diriger, c'est arbitrer entre des risques et des risques de contentieux. Et comme on a des normes de plus en plus envahissantes, y compris sur les marchés publics, hein, un responsable, un décideur, se trouve pris dans une situation de conflit de normes encore beaucoup plus fréquent que ce n'était le cas dans le passé. Donc, l'un des problèmes, c'est que la RFGP survient dans un univers de normes surencombrées. Hein. Donc là, il faut régler ce problème. La circulaire du 17 avril reconnaît quelque chose. Autre point positif, si vous me permettez, c'est que la procureure générale près la Cour des comptes, Véronique Abaillon, a écrit il y a 8 jours à peu près un article dans un organe qui reconnaît, qui dit in fine, on ne peut pas laisser les décideurs publics sans protection. Hein. Alors, elle imagine un système différent de celui de la protection fonctionnelle, mais il y a cette reconnaissance qu'il faut une protection. Donc, ça fait quand même, si je suis optimiste, en un mois ou un mois et demi, de petits pas vers des solutions. Et simplement, ça montre qu'il faut persévérer pour obtenir une vraie solution. J'ai répondu longuement à votre question, mais pour me situer dans l'actualité. Oui, je voulais prolonger un petit peu la question. On voit que la circulaire du Premier ministre, elle a le mérite, et il est important, vous le disiez, au plus haut niveau de l'État, d'identifier le problème. Donc, le problème maintenant est public, le Premier ministre lui-même l'écrit. Mais du coup, si la circulaire n'est pas une réponse, n'est pas la solution à la difficulté des hospitaliers, selon vous, quelle est la solution juridique à ce sujet? Il y a, on fait deux types de solutions. Le premier, c'est imaginer un système spécifique. Certains disant la responsabilité financière, c'est spécifique, il y a une juridiction spécifique, donc pourquoi pas une procédure spécifique. Ce que nous avons dit pour le cercle de la réforme de l'État, c'est que pourquoi faire compliqué quand ça peut être simple? Bon, l'imagination, c'est bien beau, et tout le monde est intelligent et peut concevoir un système. Bon, il y a le système de la protection fonctionnelle qui n'est pas automatique. Hein. On peut décider de l'octroyer ou pas, mais il existe. Et pour nous, il faut simplifier, c'est-à-dire unifier, le système général de responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal, dans le cas le plus général, qu'il y ait pour de mêmes faits strictement identiques, engagement par exemple d'une action pénale et d'une action en responsabilité financière devant la Cour. Quand la pratique est en réalité sous des angles différents, oui, mais quand c'est des faits identiques, voilà. Donc il faut un processus d'unification de l'action publique qui ne va pas de soi, puisqu'il y a un procureur financier et il y a un procureur judiciaire. Bon. Mais il faut justement bâtir des mécanismes permettant d'unifier quand c'est possible. Et pour unifier quand c'est possible, il faut aussi avoir un système de protection qui soit de même type. Parce que si ce sont des faits identiques ou des faits voisins qui sont examinés d'un côté devant la Cour des comptes et de l'autre côté devant un tribunal judiciaire, pour les avocats, pour les mis en cause, pour l'administration, c'est quand même compliqué de suivre deux systèmes. Bon. Donc il serait, à notre avis, plus simple, plus efficient d'avoir un seul système, et c'est-à-dire ça suppose là une modification de la loi. Mais je crois que ça en vaut la peine, hein, et j'espère que à la fois le gouvernement et puis des parlementaires se montreront actifs là-dessus. Je pense que ça finira par arriver. Il faut persévérer. Je crois beaucoup que le bon sens l'emportera, et on voit bien qu'il y a quand même une reconnaissance du problème aujourd'hui. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions avant qu'on passe à la table? Oui, monsieur, je vous en prie. Il faut faire parvenir un micro. Oui.
Bonjour, Jean-Marie Bellier, je suis le directeur de l'hôpital de Carcassonne et assez intéressé par les questions de protection fonctionnelle. On m'entend? Ouais. Que penseriez-vous d'un système qui permettrait in fine, parce qu'on comprend sur les procédures financières, on va dire la tonalité de responsabilité personnelle qu'il peut y avoir derrière et donc la non prise en charge a priori de cette protection. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système dans lequel, lorsqu'il n'est reconnu aucun élément fautif contre le décideur public, il pourrait se voir indemnisé de l'ensemble de la procédure? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des indemnisations de la sorte? Voilà, alors effectivement, c'est le système d'ailleurs qu'envisage la procureure générale dans l'article que j'évoquais, c'est-à-dire le remboursement a posteriori quand le responsable est finalement mis hors de cause. Donc c'est un pas qui était totalement exclu il y a encore peu, donc il faut le saluer. Mais, d'ailleurs, ce n'est pas, elle dit bien que ça supposerait une modification de la loi déjà. Alors simplement, la limite, c'est que quand il y a deux contentieux, par exemple l'un au pénal et l'autre devant la responsabilité financière, et l'avocat est le même. Donc comment allez-vous, y compris dans les factures d'avocat, il faut avoir vu les factures d'avocat. Nous avons regardé. Et fort légitimement, l'avocat, il utilise les mêmes éléments pour les deux procédures. Vous voyez ? Donc, c'est très compliqué de dire, il y en a un qui sera a priori, l'autre qui sera a posteriori. Ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, il y a quand même la charge des frais d'avocat pendant la période où l'intéressé doit se défendre et qui peut être longue. Or, cette charge, elle n'est pas négligeable. Et voilà, donc il y a ces éléments qu'il faut prendre en compte. Jérôme? Jérôme Joline, donc président du SMPS, syndicat des managers publics de santé. Et directeur du Grand Hôpital de l'Est francilien. Que pensez-vous de limiter les mises en cause auprès de la Cour des comptes aux seules fautes individuelles détachables du service? Alors, je pense que c'est une vraie question, qu'il faut réfléchir à la procédure, comme je l'ai fait devant vous, puisque c'était votre question. Il y a le fond de la nature des infractions. Et on voit bien que ce qu'on cherche ce qu'il faut chercher à poursuivre, c'est effectivement ce qui est détachable de l'exercice du service. Bon. Donc il y a certainement matière à réflexion là-dessus. Je dirais que de manière plus générale, il faut réfléchir au fond des infractions. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une faute grave? Qu'est-ce que c'est qu'une faute de gestion? Qu'est-ce que c'est qu'un préjudice significatif? Vous voyez? Donc il y a un sujet général qui aussi se relie à un autre sujet qui est en cours de discussion, qui est le partage exact entre le pénal et le financier, en matière de favoritisme. Bon, donc il y a, aujourd'hui c'est pénal, certains disent il faudrait qu'une partie soit transférée au juge financier. Bon. Donc il y a un sujet général de la nature des fautes. Et je crois qu'il faut en avoir conscience et ouvrir ce chantier-là. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une piste, c'est une question de peut-être une distinction qu'il faut approfondir et qui est à explorer. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Écoutez, Monsieur le Président, il nous reste à vous remercier vraiment pour la clarté de votre propos, l'indépendance d'esprit et cette prise de position qui nous est très précieuse parce qu'elle émane d'autres choses que de notre milieu et du coup, elle pèse beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous.